Alors, Julie et Linlan, une question pour vous deux. Vous vous répartissez la parole. Comment est-ce que la communauté asiatique a vécu l'arrivée du virus en France? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs communautés asiatiques, hein, il y en a pas qu'une seule, mais je pense que c'est notamment la diaspora chinoise qui a été impactée en premier, puisque sans doute les personnes s'inquiétaient pour leur famille sur place. Donc, je pense qu'ils ont été au courant très, très tôt de la situation sur place en Chine, de la gravité de la situation. Et aussi parce qu'il y a eu un début de stigmatisation des communautés asiatiques vers janvier-février. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont commencé à faire l'amalgame entre les Chinois et le coronavirus. Et ils n'ont bien sûr pas fait la différence entre des personnes qui étaient effectivement chinoises et des personnes qui avaient un faciès asiatique. Donc, ils ont mis tout le monde dans le même panier. Et ça a été, et ce sont des personnes qui ont été ciblées par des moqueries, par des discriminations. Je pense notamment à des personnes qu'on a évitées dans les transports en commun, des personnes qui se sont fait insulter ou moquer dans la rue. Ça a été le cas de ma meilleure amie, par exemple, qui est d'origine vietnamienne, comme moi, mais à qui on a dit « sale chinoise, tu as le virus ». Là, pour vous donner une idée. Et les restaurants et commerces souffrent depuis le début de l'épidémie. Enfin, les restaurants et commerces asiatiques ont souffert très fort. Et donc, c'est vraiment une discrimination qui s'est mise en place. Oui, Voilà, il faut Julie. savoir que ces comportements ne sont pas restés que sur les réseaux sociaux où ils sont apparus au tout début parce que chacun voulait avoir la bonne phrase, la petite blague et voulait faire rire un petit peu son audience, sa cour presque. Il y a eu des agressions dans la rue, il y a des gens qui ont été poussés des rames de métro, il y a eu des altercations dans les écoles et là, c'est allé très très loin auprès des jeunes parce qu'il y a eu vraiment une stigmatisation des enfants d'origine asiatique. Et puis, on a vu toujours sur les réseaux sociaux, toujours pour faire rire, mais bon, c'est plutôt un rire qui dérange, quoi. Des personnes qui se sont demandé si on pouvait encore recevoir des colis qui venaient de Chine, si on risquait d'être infecté en mangeant dans des restaurants asiatiques en France. Moi, par exemple, j'habite dans le 13e et j'ai vu que dans mon quartier, qui est un quartier historiquement asiatique dans Paris, que les rues se sont vidées du jour au lendemain. Les restaurateurs, les commerçants asiatiques ici ont énormément souffert de cette crise dès le début, dès la mi-janvier. Il y a plusieurs choses. Oui, vous voulez dire quelque chose, non? Allez-y, Non, allez-y. mais je dirais qu'il y a deux dimensions dans le racisme. Donc, le racisme anti-asiatique, il est pas nouveau en France. Je dirais même que les personnes se sont servies du coronavirus pour surfer dessus, mais ça existait déjà. Et je pense notamment à la une d'un quotidien français qui s'appelle Le Courrier Picard et qui avait titré Alerte jaune et mis dans son éditorial Péril jaune. Et Péril jaune, c'est quelque chose qui renvoie à la peur d'une invasion asiatique et ça date du 19e siècle. Donc, la peur des Asiatiques est assez ancienne en France. Et deuxième chose, c'est qu'en cas d'épidémie, on a toujours trouvé un bouc émissaire. Je vais vous donner l'exemple de la peste au Moyen-Âge. Eh bien, on a pu accuser les Juifs d'en être les porteurs. Et au moment d'Ebola aussi, il y a eu du racisme envers des personnes noires qui, par exemple, étaient afro-américaines, mais qui n'avaient rien à voir avec Ebola, mais qu'on n'a pas accepté, par exemple, dans les universités. Donc voilà, je tenais à rappeler ces deux choses. Et aujourd'hui, pour parler de la situation du racisme anti-asiatique, je dirais qu'il s'est un petit peu dilué parce qu'aujourd'hui, on sait que l'Italie, par exemple, est le pays le plus touché, est devenu, est le pays le plus touché après la Chine, et l'Europe est devenue l'épicentre de l'épidémie. Donc là, j'ai pas vu forcément de discrimination envers les pizzerias ou les personnes dont les noms avaient une consonance italienne. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un racisme vraiment ciblé, mais qui s'est dilué, voilà, avec le fait que effectivement les personnes ont vu que le virus n'avait pas de nationalité et que le Covid-19 pouvait toucher tout le monde. On a la chance d'avoir sur le plateau Ximeng Wang. Vous êtes docteur en sociologie, chargé de recherche au CNRS et vous menez en ce moment une étude sociologique sur la diaspora chinoise en France. Bonsoir Ximeng, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Une question, alors, on a entendu quelques témoignages finalement, mais vous avez une approche scientifique puisque vous menez cette étude sociologique. Est-ce que vous pouvez nous dire, je sais que l'étude est en cours, elle n'est pas terminée, mais comment la communauté chinoise en France a vécu l'arrivée du virus?
Oui, alors les vécus des Chinois de France face au Covid peuvent être analysés à 3 niveaux. Donc, Lin Lan et Julie ont évoqué le premier niveau, c'est tout ce qui est structure autour des sentiments de discrimination et de racisme, hein. Et le deuxième type de vécu qui se déroule aussi plutôt au début de l'épidémie, donc avant que l'Europe soit devenue un foyer important du Covid, renvoie à l'aide humanitaire, hein, dans le secteur de la santé. Cela se traduit notamment par les collectes des masques et des matériels sanitaires depuis la France et par les envois, et puis ensuite par les envois transnationaux de ces matériaux à destination de la Chine, notamment à destination de la ville de Wuhan et de la région de Wenzhou. Et enfin, il y a un troisième type de véhicule donc émergé plus récemment, depuis quelques semaines, quand le Covid s'est propagé en France et plus largement en Europe, et caractérisé par des mobilisations et des pratiques d'entraide sur le sol français pour lutter contre le Covid en synergie avec des acteurs français, mais aussi avec des dynamiques de solidarité transnationale. C'est-à-dire, pour cette fois-ci, les envois des masques et des matériels ont changé de sens de circulation. C'est-à-dire, les masques ont été envoyés depuis la Chine, par exemple, vers la France, et que la diaspora chinoise et les réseaux chinois d'outre-mer, hein, ont contribué à cette aide humanitaire. Il me semble qu'il y a eu deux temps. Il y a eu un premier temps où la communauté chinoise a été assez critique à l'égard de la Chine, et d'ailleurs pas que la communauté chinoise. Et puis il y a eu un deuxième temps. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces deux temps dans la courte histoire du Covid-19 en France? Oui, en fait, les critiques sont omniprésentes, hein, au sein des migrations chinoises en France face au Covid. Nous pourrions en effet les analyser au fil chronologique de l'évolution de la pandémie. Dans un premier temps, lorsque la crise a principalement eu lieu en Chine et en Asie, les Chinois de France étaient très frappés, notamment par les manières dont le gouvernement chinois a géré la crise. Il y a eu en effet des critiques, hein, sur le manque de transparence dans les médias et la circulation d'informations, sur la bureaucratie dans la gouvernance politique et dans la gestion de la crise en Chine, sur la faiblesse du système de santé chinois, sur les inégalités sociales bien évidemment exacerbées en quelque sorte par l'épidémie, et aussi sur la nature autoritaire, hein, de mettre sa population en quarantaine, etc. etc. Et ces critiques ont atteint une sorte de pic après le décès du docteur Li Wenliang, un des premiers médecins à Wuhan qui ont alerté sur le Covid. Alors que dans un second temps, lorsque les nouveaux cas se sont avérés peu en Chine et que le Covid s'est propagé largement en Europe, on voit que depuis à l'intérieur de ces populations chinoises en France, les critiques ont changé. Alors d'un côté, on voit qu'il y a eu plus de discours nationalistes qui félicitaient en quelque sorte le gouvernement chinois dans son efficacité de gestion de crise, et de l'autre côté, plus de critiques envers le gouvernement français qui avait pris très, très peu de mesures de lutte contre Covid jusqu'à qu'il y a deux semaines. Donc, beaucoup de personnes issues de la diaspora chinoise en France s'inquiétaient énormément de la propagation du Covid en France et aussi de ses lourdes conséquences sur le plan médical, sanitaire, économique, social et politique. Donc, nous sommes en quelque sorte face à un dilemme, hein, face à la gestion de cette crise sanitaire mondialisée, c'est-à-dire d'un côté le régime autoritaire efficace et de l'autre côté modèle démocratique occidental inefficace. Je voudrais revenir à Julie, une question pour vous, Julie, à propos du début en fait, de cette crise dans la diaspora chinoise. Est-ce que vous savez si elle a mieux anticipé l'arrivée du virus que le reste de la population? En tout cas, la diaspora chinoise l'a vu arriver dès le début. C'est-à-dire que autour du 10-15 janvier, beaucoup de Chinois de France ou Français d'origine chinoise qui sont en contact via des applications comme WeChat, c'est le WhatsApp chinois, avaient des informations de la part de leur famille, de leurs proches, parfois de leurs clients ou fournisseurs quand c'est des commerçants, qui leur disaient au jour le jour ce qui se passait, qui révélaient également les informations du docteur Li Weijiang, qui a été un des premiers lanceurs d'alerte. Et ces contacts, en fait, et ces personnes qui étaient confinées ont permis aux Chinois de France, aux Français d'origine chinoise, très vite
de se préparer, parfois de s'inquiéter. Nous, on a fait un article qui est sorti sur le site de COI hier, justement sur comment se sont préparés ces Asiatiques en France. Et alors, ils ont cherché dès la fin du mois de janvier à se procurer des masques, du gel, à faire des provisions. Faut rappeler qu'en Asie, le port du masque est assez courant. Porter un masque, ça ne veut pas forcément dire je suis malade ou je dois me protéger, mais j'ai peut-être des symptômes, je ne sais pas, donc je mets un masque parce que c'est la grippe, parce que c'est l'hiver, donc c'est quelque chose d'assez courant, d'assez bénin. Et concernant les témoignages des personnes qu'on a interviewées pour notre article, beaucoup nous disaient que même avant les discours du président Macron du jeudi 12 mars, du samedi 15 mars, où on voyait crescendo le confinement arriver, beaucoup avaient déjà fait des réserves de nourriture. On a le témoignage, par exemple, d'une Française d'origine chinoise dont les parents, qui vivent également en France, lui ont ramené des kilos de nourriture à congeler chez elle. Il faut savoir que c'est une réaction qui fait appel aussi à des souvenirs qui sont parfois douloureux, parce que elle, ses parents sont chinois du Cambodge et ont survécu au génocide commis par les Khmers rouges. Donc vraiment, la nécessité, c'était ne pas manquer de nourriture et faire attention à cette épidémie grandissante, quoi. Linh Lan, une question pour vous qui, en regard de la deuxième phase dont parlait Ximeng, quel regard vous portez aujourd'hui sur la communication politique chinoise par rapport à cette crise? Je pense que la Chine est complètement en train de faire du soft power, on va dire. J'ai interviewé un politologue qui s'appelle Steve Tong, et lui m'a dit que clairement, en fait, la politique chinoise et la propagande consistaient à faire de la désinformation pour faire oublier que le virus était originaire de Wuhan, c'est-à-dire que Pékin va essayer de brouiller les pistes. Par exemple, il y a le nouveau porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui avait tweeté le 12 mars dernier tiens, c'est peut-être l'armée américaine qui a fait venir le virus à Wuhan, soyez transparents, publiez vos données. Donc clairement, ils accusent les États-Unis, et le fait d'accuser les États-Unis, c'est une manière en fait, de détourner l'attention sur la responsabilité de la Chine. Et là, on oublie peut-être que la Chine, au début de l'épidémie, a cherché à faire taire les lanceurs d'alerte. Et je pense notamment à un ophtalmologue qui s'appelle Li Weizhang, que le gouvernement chinois avait accusé de faire propager des rumeurs, et qui finalement, après sa mort, a été réhabilité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare que la Chine présente ses excuses. Et donc, on ne saura pas dire si c'est parce qu'ils ont cédé ils avaient peur d'être mal vus par la population chinoise, ou s'ils ont cédé à la pression internationale. Donc, je dirais qu'il y a de la désinformation. Et j'ai aussi discuté avec un citoyen local qui vient de la province de Hubei, et qui m'a expliqué que 300 journalistes de l'agence de presse chinoise officielle avaient publié des informations de bonnes nouvelles sur Wuhan, tandis qu'ils avaient également commencé en parallèle à effacer des articles en ligne. Donc, il y a vraiment une volonté de réécrire l'histoire du Covid-19. Ximeng, je voudrais revenir à vous avec une question sur l'intégration de la communauté chinoise. Est-ce que cette crise a eu un impact sur l'intégration de la communauté chinoise finalement dans la République? Alors, je pense que d'abord, il faudrait rappeler que face à cette crise sanitaire, les Chinois de France se situent au croisement des deux réalités. Donc, les deux réalités qui sont en décalage, mais qui coexistent. D'un côté, il y a des dynamiques de solidarité nationale et transnationale auxquelles participent ces Chinois de France, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et de l'autre, il y a des actes discriminatoires à destination de ces Chinois. Et donc, par la suite, il y a aussi des luttes contre ces discriminations, contre le racisme, contre l'exclusion et la stigmatisation. Donc, c'est vraiment sur les tensions entre ces deux réalités sociales
sociales que se fonde notre recherche en cours. Donc, pour vous répondre, il y a deux axes de réflexion. Le premier est de constater que des Chinois de France, en particulier ceux et celles qui sont dotés en ressources culturelles et aussi économiques, autrement dit les médecins, les chercheurs, les journalistes, les dirigeants associatifs, les commerçants, etc., ils et elles participent très largement aux formes de solidarité et aussi aux dynamiques de solidarité qui se dessinent sur le sol français, donc avec les services publics français, notamment les hôpitaux à AP-HP, les instituts de recherche comme l'Institut Pasteur, avec le SAMU, avec le ministère de la Santé, etc., grâce aux liens qu'ils et qu'elles préservent avec la Chine et le monde chinois, hein, à commencer par la maîtrise de la langue chinoise, mais aussi par leurs réseaux sociaux qui sont construits en Chine ou en diaspora, qui sont finalement des atouts dans le partage d'informations, dans le partage de savoir et dans le partage des matériels face à cette crise sanitaire. Et donc, le second axe de réflexion est de montrer que le Covid, finalement, se sert de l'occasion pour aider les personnes les plus démunies au sein des populations chinoises de France à se protéger du virus, à mieux connaître les systèmes de soins français et aussi le modèle de gouvernance politique français. Et à partir de notre étude en cours, hein, nous observons qu'il y a des tentatives d'entraide qui se multiplient au sein des Chinois de France. Il y a plusieurs groupes de chat en ligne, par exemple, qui se sont créés, non seulement pour diffuser et partager les informations et les actualités en langue chinoise, qui sont souvent immédiatement traduites, mais aussi pour accompagner les personnes non francophones à recourir aux soins en cas de présence de symptômes. Donc, ce sont des formes d'entraide, d'empowerment en quelque sorte, qui aident bien évidemment à un meilleur vivre en France. Il me semble que Guy Philippe avait une question. Oui, pardon. Oui, c'est une question qui part, on va dire, d'un commentaire personnel, mais moi, je suis frappé par le succès des pays asiatiques avancés dans la capacité à contenir la crise. On parle de la Chine, mais pour moi, la Corée est un modèle. Taïwan, c'est extraordinaire. Même ce qu'a fait Hong Kong et Singapour, c'est remarquable. Et par rapport à ça, et ça, c'est moi qui suis entre guillemets occidental, c'est ce que je pense sincèrement. Et ce que je pense que par rapport à ça, l'Europe est totalement déclassée par rapport à l'extraordinaire progrès sanitaire, l'extraordinaire activité sanitaire qu'a réussi à prouver cette Asie développée. Et je voulais savoir, la question est un petit peu plus piège, mais est-ce que dans vos communautés respectives, et c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas quelqu'un qui serait de Corée, mais dans vos communautés respectives, est-ce que vous voyez peut-être un début de changement de perception ou des questions qui se posent par rapport à, d'une part, l'Europe, où certaines personnes sont venues par l'immigration, et aujourd'hui une Asie qui semble effectivement plus forte? Je ne sais pas, peut-être que je peux répondre à cette question. Je trouve que c'est assez intéressant. Parmi les témoignages qu'on a recueillis sur le site, il y a une personne c'est un Français d'origine chinoise qui travaille avec la Chine quotidiennement, qui a fait venir ses beaux-parents en France lorsque il y avait le pic épidémique en Chine.